15 avril 1945. Des soldats britanniques avancent prudemment à travers les forêts de pins du nord de l'Allemagne. Ce sont des vétérans de la Normandie, de Caen et du franchissement du Rhin. Ils ont vu des villes réduites en ruines et des hommes déchiquetés par l'artillerie, mais rien ne les prépare à Bergen-Belsen. Avant même d'atteindre les portes, ils le sentent. Chair en décomposition, excréments humains, maladies. Un officier britannique regarde à travers les barbelés et transmet à son quartier général un seul mot à la radio: horrifiant. À l'intérieur du camp, il y a plus de 60 000 prisonniers. Des milliers sont déjà morts. Des milliers d'autres sont en train de mourir là où ils gisent. Trop faibles pour se lever, trop affamés pour parler, trop loin pour comprendre que la libération est arrivée. Des cadavres recouvrent le sol entre les baraquements. Des enfants errent sans but à côté de tas de corps. Le typhus se propage sans contrôle dans des baraquements surpeuplés où les vivants dorment à côté des morts. Un médecin britannique décrira plus tard Bergen-Belsen comme un monde que Dieu a oublié. Et quelque part dans ce cauchemar qui s'effondre se trouve une jeune fille juive de 15 ans, originaire d'Amsterdam. Elle s'appelle Anne Frank. Quelques mois plus tôt, elle écrivait encore dans son journal, écrivant sur la peur, l'espoir et sa conviction que les gens étaient vraiment bons au fond d'eux-mêmes. À présent, elle est affamée, malade du typhus, emprisonnée dans l'un des camps de concentration les plus horribles de l'Allemagne nazie. Elle mourra ici seulement quelques semaines avant l'arrivée des troupes britanniques. Bergen-Belsen n'a pas été construit comme un camp d'extermination, à la différence d'Auschwitz ou de Treblinka. Il n'y avait pas de chambres à gaz dans sa conception initiale, et pourtant, au printemps 1945, le camp était devenu un lieu de mort de masse, un endroit où des dizaines de milliers de personnes périrent de faim, de maladies, d'exposition et de négligence systématique. Voici l'histoire de la façon dont cela s'est produit, comment un camp destiné à la détention est devenu une catastrophe humaine, comment l'effondrement du Troisième Reich a transformé Bergen-Belsen en un désert de faim et d'épidémie, et comment Anne Frank, dont les mots seraient un jour lus par des millions de personnes, a disparu dans l'obscurité du système concentrationnaire qui l'a consumée. Voici Bergen-Belsen. Pour comprendre Bergen-Belsen, il faut d'abord comprendre que les nazis n'ont pas construit leur empire de camps en une seule fois. Il s'est développé, il s'est étendu. Chaque nouvelle installation était justifiée par une nouvelle urgence, une nouvelle catégorie d'êtres humains jugés gênants, dangereux ou simplement encombrants. Le système n'a pas été conçu selon un seul plan directeur. Il a été improvisé et l'improvisation sous le régime nazi avait une tendance fiable à conduire à la mort de masse. Le site qui allait devenir Bergen-Belsen avait une origine banale. En 1935, l'armée allemande a construit une série de baraquements près de la ville de Belsen, dans la lande de Lunebourg, au nord-ouest de l'Allemagne. C'était un territoire de la Wehrmacht, un terrain d'entraînement et, plus tard, un camp de prisonniers de guerre. Le paysage était plat, balayé par le vent et d'une morosité implacable. Des pins s'étendaient dans toutes les directions. Le sol était sablonneux et pauvre. En hiver, le froid s'installait de façon permanente. En 1940, alors que l'armée allemande déferlait sur l'Europe de l'Ouest, les baraquements de Bergen furent réaffectés pour accueillir des prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre soviétiques arrivèrent les premiers, en nombre considérable. Entre 1941 et 1942, environ 18 000 prisonniers de guerre soviétiques moururent sur ce site ou à proximité, non pas par des exécutions organisées, mais par la famine et l'exposition délibérée. La Wehrmacht choisit de ne pas les nourrir convenablement, de ne pas les abriter correctement, de ne pas leur fournir de soins médicaux. Ils moururent dans des champs à ciel ouvert et des abris de fortune. Leurs décès furent enregistrés, catalogués et en grande partie ignorés. Le site était déjà devenu un lieu où l'on laissait des êtres humains dépérir par négligence institutionnalisée. Cela établit un schéma. Bergen-Belsen était un endroit où l'indifférence bureaucratique pouvait accomplir ce que les balles et le gaz faisaient ailleurs.
En avril 1943, la SS prit officiellement le contrôle d'une partie du site. L'homme responsable de sa configuration initiale était le SS Hauptsturmführer Adolf Haas. Sous son administration, le camp fut désigné comme un Aufenthaltslager, un camp de résidence. C'était un nom révélateur. La fiction qu'il entretenait était que Bergen-Belsen n'était pas un centre de punition. C'était une zone de rétention. Les prisonniers, ici, étaient théoriquement maintenus en vie dans un but précis. Ce but était l'échange. Dans le monde labyrinthique de la diplomatie en temps de guerre, l'Allemagne nazie détenait parfois des Juifs possédant des passeports étrangers ou des liens avec des nations neutres comme monnaie d'échange potentielle, une monnaie humaine à échanger contre des ressortissants allemands détenus à l'étranger, contre de l'argent ou pour obtenir la bienveillance de la Croix-Rouge internationale. Ces prisonniers étaient désignés sous le nom d'Austauschjuden, ou Juifs d'échange. Ils arrivaient avec leurs familles intactes, autorisés à conserver plus de biens que les prisonniers envoyés à l'Est. Certains étaient même autorisés à porter des vêtements civils. Selon les critères des camps de concentration, les conditions à Bergen-Belsen en 1943 n'étaient pas catastrophiques, mais les conditions à Bergen-Belsen en 1943 n'étaient pas celles de 1944 et 1944 n'était pas 1945. La transformation de Bergen-Belsen, d'un centre de détention cynique mais fonctionnel en l'un des camps les plus meurtriers du système nazi, nécessitait un ingrédient essentiel: l'effondrement de tout le reste. Alors que les forces alliées avançaient depuis l'Ouest et que les forces soviétiques progressaient depuis l'Est, les nazis commencèrent à évacuer leur camp de l'Est. Auschwitz, Majdanek, Stutthof, les camps qui avaient traité des millions de personnes étaient désormais soudainement en danger d'être libérés, leurs crimes exposés. Les SS réagirent par des marches forcées et, dans de nombreux cas, par des transferts. Les prisonniers qui survivaient aux marches de la mort étaient envoyés vers l'Ouest et les camps occidentaux, dont Bergen-Belsen, devinrent les réceptacles de ce flot humain. Bergen-Belsen n'avait pas été construit pour accueillir un tel nombre de personnes. Son infrastructure, telle qu'elle était, avait été conçue pour une fraction de la population qui affluait désormais à travers ses portes. Le système d'approvisionnement en eau était inadéquat. Les réserves de nourriture étaient insuffisantes. Les baraquements étaient débordés et les administrateurs SS, désormais sous le commandement de Joseph Kramer, qui avait succédé à Heuss en décembre 1944, ne firent aucun effort sérieux pour remédier à cette situation. Kramer venait d'Auschwitz. Il y avait supervisé les gazages de prisonniers. Ce n'était pas un homme qui considérait la mort des prisonniers comme un problème nécessitant son intervention. Il était, de son propre aveu ultérieur, conscient des conditions dans son camp. Il ne considérait pas qu'il lui incombait de les résoudre. Le décor était planté. Des dizaines de milliers d'êtres humains allaient être entassés dans un espace prévu pour bien moins, avec moins de nourriture que nécessaire pour survivre. En hiver, alors qu'une épidémie de typhus commençait déjà à se répandre dans les baraquements. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un accident. C'était le résultat prévisible de choix faits à tous les niveaux, des architectes de la politique d'évacuation jusqu'aux gardiens qui détournaient le regard des mourants. Mais qui étaient ces prisonniers? D'où venaient-ils? Et parmi eux, qui était Anne Frank? À l'automne 1944, Bergen-Belsen abritait plusieurs populations distinctes, chacune vivant dans des conditions différentes, chacune représentant un calcul différent de la politique nazie. Traverser le camp, c'était traverser toute la taxonomie de la persécution, le tri systématisé des êtres humains en catégories d'utilité, de danger et de jetabilité. Les Juifs d'échange arrivés les premiers étaient détenus dans ce qu'on appelait le Sternlager, ou camp de l'étoile, nommé ainsi en référence aux étoiles jaunes que les prisonniers devaient porter sur leurs vêtements civils. Les conditions y étaient relativement stables au début. Les prisonniers dormaient dans des baraquements, recevaient quelques rations alimentaires et bénéficiaient d'une certaine routine. Les nazis entretenaient la fiction que ces prisonniers pouvaient encore être utiles. Certains l'étaient.
À l'été 1944, un groupe d'environ 222 prisonniers du camp de l'Étoile fut effectivement échangé, transporté vers la Suisse neutre dans le cadre d'un accord négocié par des intermédiaires. Les autres attendirent et continuèrent d'attendre alors que leur situation se détériorait autour d'eux. Il y avait aussi un Neutralen-Lager, un camp pour les détenteurs de passeports de nations neutres, et un Ungarn-Lager, un camp hongrois, où des milliers de juifs hongrois arrivèrent à la suite des déportations catastrophiques de 1944, au cours desquelles environ 437 000 juifs hongrois furent déportés à Auschwitz en moins de 2 mois. Certains de ceux qui furent transportés à Bergen-Belsen venaient avec la promesse d'une émigration future. À leur arrivée, ils découvrirent que les conditions dans les baraquements étaient déjà précaires et que les vivres étaient déjà rares. Il y avait un camp pour femmes. Il y avait un camp pour hommes. Il y avait une section réservée aux prisonniers jugés capables de travailler, bien que le travail à Bergen-Belsen fût en grande partie dénué de sens, assigné non pas pour produire quelque chose d'utile, mais pour épuiser et avilir. Un camp de tentes fut érigé à l'automne 1944, lorsque les baraquements ne pouvaient de plus absorber les nouveaux prisonniers. Une tempête en novembre de cette année-là détruisit la plupart des tentes. Les prisonniers qui y avaient trouvé refuge se retrouvèrent sans rien. Dans cet environnement, à la fin du mois d'octobre 1944, arrivèrent 2 sœurs d'Amsterdam. Margot Frank avait 18 ans. Anne Frank en avait 15. L'histoire de leur arrivée à Bergen-Belsen est celle de 2 années passées dans la clandestinité. L'histoire que le monde connaît grâce au journal qu'Anne tenait dans l'annexe dissimulée au 263 Prinsengracht à Amsterdam. Le 4 août 1944, la cachette fut découverte lors d'une descente. La police de sécurité allemande, agissant sur la base d'informations fournies par un informateur dont l'identité n'a jamais été définitivement établie, arrêta les 8 personnes vivant dans l'annexe. Otto Frank, le père d'Anne et Margot, survivra. Il fut l'un des derniers prisonniers à être libéré d'Auschwitz en janvier 1945. Leur mère, Edith, est morte à Auschwitz en janvier 1945. Anne et Margot furent d'abord déportées à Auschwitz, où elles arrivèrent en septembre 1944. Elles subirent le processus de sélection auquel étaient confrontés tous les prisonniers à leur arrivée. La file d'hommes et de femmes en uniforme rayé, les officiers SS pointant à gauche ou à droite, la vie ou la mort décidée en quelques secondes. Anne et Margot furent affectées au travail forcé. Elles furent tatouées. Elles furent séparées de leur mère. À la fin octobre ou au début novembre 1944, la date exacte restant incertaine, Anne et Margot Frank furent transférées d'Auschwitz à Bergen-Belsen. Elles faisaient partie des milliers de femmes transférées vers l'ouest, alors que l'avancée soviétique rendait la poursuite du fonctionnement d'Auschwitz impossible. Elles arrivèrent dans un camp déjà au bord de l'effondrement. Anne Frank n'était pas célèbre lorsqu'elle arriva à Bergen-Belsen. C'était une enfant, maigre, tondue, tatouée d'un numéro, vêtue des habits qui lui avaient été donnés à Auschwitz. Elle était l'une parmi des dizaines de milliers. Elle n'avait pas de journal avec elle. Le journal avait été laissé dans l'annexe, découvert après l'arrestation, et préservé presque miraculeusement par Miep Gies, l'une des personnes qui avait aidé à cacher la famille. Anne ne savait pas que le journal existait encore. Elle ne savait pas qu'il survivrait alors qu'elle ne le ferait pas. Ce qu'elle savait, c'était ce qui se trouvait devant elle, les baraquements, les appels, le froid et la faim qui s'intensifiaient de semaine en semaine. Elle n'était pas seule. Bergen-Belsen, à la fin de l'année 1944, rassemblait des personnes venues de toute l'Europe occupée, néerlandais, polonais, français, hongrois, grecs, belges et bien d'autres. Des communautés entières avaient été entassées dans cet espace. Dans certains cas, les familles étaient encore réunies, ce qui était rare selon les normes des camps de concentration. Mais le fait d'être ensemble apportait de moins en moins de réconfort à mesure que les conditions se dégradaient. L'hiver 1944-1945 approchait, et Bergen-Belsen allait devenir quelque chose de bien pire que ce que ses habitants actuels pouvaient imaginer. Quelque chose se propageait dans les baraquements, silencieux, invisible,
mortelle. L'épidémie avait déjà commencé. La bactérie du typhus ne se soucie ni des frontières, ni de l'idéologie, ni des catégories bureaucratiques. Elle voyage dans le pouls du corps, un parasite qui prospère dans des conditions de surpeuplement, de mauvaise hygiène et de vêtements insuffisants. À l'hiver 1944, Bergen-Belsen réunissait ces trois conditions en abondance. Le typhus avait déjà été présent dans le camp auparavant. Lors des périodes précédentes, il avait été possible de le maîtriser, non pas parce que les SS faisaient preuve de diligence dans le confinement, mais parce que la population était plus réduite et que l'infrastructure, aussi inadéquate fût-elle, ne s'était pas encore complètement effondrée. À la fin de 1944, le confinement n'était plus possible. De nouveaux convois arrivaient chaque jour, chacun amenant des prisonniers qui avaient passé des jours, voire des semaines, entassés dans des wagons à bestiaux sans aucune hygiène. Beaucoup arrivaient déjà infectés. Les poux se propageaient instantanément dans les baraquements. Les symptômes du typhus progressent avec une efficacité implacable. Forte fièvre, violents maux de tête, une éruption cutanée qui s'étend sur tout le corps, délire, sans nutrition adéquate, sans soins médicaux, sans les conditions de base nécessaires à la guérison. Chaleur, repos, eau propre, la maladie tue. À Bergen-Belsen, elle tuait à un rythme de plus en plus rapide. En novembre 1944, des centaines de morts. En décembre, encore plus. En janvier 1945, le nombre grimpe en flèche. En février, le camp est en état d'épidémie incontrôlée. Joseph Kramer était conscient de l'épidémie de typhus. Il en a informé ses supérieurs. Il a demandé des fournitures supplémentaires, du personnel médical supplémentaire. Bien qu'il soit difficile d'évaluer la sincérité de ces demandes venant d'un homme qui avait dirigé Auschwitz-Birkenau durant sa période la plus meurtrière, ce qui est certain, c'est que ces requêtes, sincères ou non, n'ont eu que peu d'effet. L'administration SS à Berlin était préoccupée par l'effondrement de la guerre. Bergen-Belsen n'était pas une priorité. Pendant ce temps, l'approvisionnement alimentaire s'est désintégré. Les cuisines du camp n'avaient jamais été conçues pour nourrir la population qui était désormais entassée à Bergen-Belsen. Au début de l'année 1945, les rations quotidiennes étaient tombées à des niveaux incompatibles avec la survie d'une population déjà affaiblie par des mois ou des années d'emprisonnement antérieurs. Une soupe claire de navets, quelques centaines de grammes de pain, parfois moins, parfois rien. Les prisonniers décrivaient un état de faim continue, dévorante. C'est une forme de souffrance particulière, non pas la douleur aiguë d'une blessure, mais une absence creuse et dévorante qui érode la concentration, la compassion et la volonté de continuer. Les prisonniers arrivés à Bergen-Belsen, déjà diminués par des années passées dans d'autres camps, voyaient leurs réserves s'épuiser à une vitesse terrible. L'eau était également rare. Le système d'approvisionnement en eau du camp tombait en panne à plusieurs reprises durant cette période. Les prisonniers buvaient à des sources contaminées. La combinaison de la déshydratation, de la famine et du typhus provoquait une cascade d'effondrements physiques que les installations médicales du camp, déjà minimales et débordées, étaient incapables de traiter. Les morts s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient être pris en charge. En temps normal, les administrations des camps de concentration tenaient des registres méticuleux des décès de prisonniers. Une habitude bureaucratique sinistre, née de la nécessité de comptabiliser la main-d'œuvre. Au début de l'année 1945, la tenue des registres à Bergen-Belsen s'était effondrée. Les morts étaient entassés dans les baraquements, empilés à l'extérieur, laissés là où ils étaient tombés. Au moment de la libération, les soldats britanniques comptèrent des fosses communes contenant des dizaines de milliers de corps. Beaucoup de victimes ne seraient jamais identifiées individuellement. Parmi les mourants durant ces mois-là se trouvaient Anne et Margot Frank. Les circonstances précises de leurs dernières semaines sont connues principalement grâce aux témoignages de survivants qui étaient avec elles. Annelie Goslar, l'amie d'enfance d'Anne à Amsterdam, avait elle aussi été déportée à Bergen-Belsen. Les deux filles, amies depuis l'enfance, séparées par la guerre et la déportation, se retrouvèrent de part et d'autre d'une clôture de fil de fer séparant deux sections du camp.
Anneli raconta plus tard avoir appelé Anne à travers l'obscurité, lançant un petit paquet de nourriture par-dessus la clôture. Le paquet fut volé par une autre prisonnière. Anneli en lança un autre. Celui-ci parvint à Anne. Dans son témoignage, Anneli se souvint qu'Anne lui avait dit « Je n'ai plus personne ». Ce n'était pas tout à fait vrai. Margot était encore en vie, à peine. Mais c'était vrai émotionnellement, d'une manière qui comptait. Anne avait perdu tout espoir en l'avenir. Elle avait vu des choses qu'on ne peut oublier. Elle était malade. Elle avait froid. Elle mourait de faim. Margot mourut la première, probablement à la fin février ou au début mars 1945, bien que les archives soient trop fragmentaires pour établir une date précise. Anne mourut peu de temps après. Les témoignages de survivants situent sa mort à la fin février ou au début mars 1945. Elle avait 15 ans. Bergen-Belsen serait libérée 6 à 8 semaines plus tard. Elle ne savait pas que la libération approchait. Elle ne savait pas que le journal avait survécu. Elle ne savait pas que le monde finirait par connaître son nom. Elle est simplement morte dans une baraque, en hiver, dans l'obscurité. Mais l'obscurité de Bergen-Belsen s'étendait bien au-delà d'une seule baraque, d'une seule famille, d'une seule tragédie. Des dizaines de milliers d'autres mouraient encore autour d'elle. Un système de négligence organisée nécessite des administrateurs. Bergen-Belsen ne fonctionnait pas dans le chaos. Il fonctionnait selon une chaîne de commandement qui s'étendait des gardes individuels sur le terrain jusqu'à la direction de la SS à Berlin. Comprendre comment il fonctionnait nécessite de comprendre les hommes qui le dirigeaient, qui exécutèrent les ordres et qui, dans certains cas, allaient bien au-delà de ce que les ordres exigeaient. Joseph Kramer est arrivé à Bergen-Belsen en décembre 1944, transféré d'Auschwitz-Birkenau, où il avait servi comme commandant. Sa carrière dans la SS s'était construite à travers une série de nominations à des postes de plus en plus meurtriers. Il avait servi à Dachau, à Sachsenhausen, à Natzweiler-Struthof, où, en 1943, il supervisa le gazage de 80 prisonniers juifs, dont les squelettes furent ensuite envoyés à l'Université de Strasbourg pour une collection assemblée par un professeur d'anatomie. Ce n'était pas un homme qu'il fallait beaucoup convaincre pour participer à des atrocités. À Bergen-Belsen, le style de gestion de Kramer se caractérisait par une combinaison d'indifférence administrative et de brutalité directe. Il était conscient, de manière précise et détaillée, des conditions dans son camp. Il savait que des prisonniers mouraient de faim. Il était au courant de l'épidémie de typhus. Il savait que les morts s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient être pris en charge. Sa réponse fut de maintenir l'apparence de l'ordre. Les appels continuaient, les punitions pour infractions présumées continuaient, sans qu'aucune mesure concrète ne soit prise pour faire face à la crise de mortalité massive qui se déroulait autour de lui. Lors de son témoignage ultérieur au procès, Kramer affirmera qu'il avait fait ce qu'il avait pu, que la situation lui échappait, qu'il avait demandé des fournitures et qu'on les lui avait refusées. Les enquêteurs britanniques ont jugé ces affirmations peu convaincantes. Les preuves montraient que Kramer avait reçu des vivres supplémentaires dans les dernières semaines avant la libération et qu'il avait omis de les distribuer de manière adéquate. Les preuves montraient qu'il avait maintenu un personnel dont les conditions étaient nettement meilleures que celles des prisonniers. Selon l'appréciation du tribunal qui l'a jugé, il était directement responsable de la mort de milliers de personnes. Irma Grez comptait parmi les gardiennes les plus notoires de Bergen-Belsen. Elle avait auparavant servi à Auschwitz, où elle était responsable du camp des femmes, et sa réputation de cruauté l'avait précédée à son arrivée. Les survivants la décrivaient comme arbitraire, violente et apparemment indifférente à la souffrance qu'elle causait. Elle avait 22 ans lorsqu'elle est arrivée à Bergen-Belsen. Elle avait 22 ans lorsque le camp a été libéré et qu'elle a été arrêtée par les forces britanniques. Les gardiens de Bergen-Belsen n'étaient pas, pour la plupart, des fanatiques SS idéologiquement engagés, sélectionnés pour leur férocité. Beaucoup étaient des hommes et des femmes ordinaires, à qui l'on avait confié des tâches de surveillance et qui se sont adaptés à un environnement où la maltraitance des prisonniers était normalisée, tolérée et, dans certains cas, encouragée.
L'environnement du camp créait sa propre logique morale. Les prisonniers étaient déjà considérés comme sous-humains par l'idéologie qui les avait emprisonnés, et la réalité quotidienne des morts en masse rendait chaque décès individuel presque insignifiant. Des gardiens qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être des personnes sans histoire, sont devenus des participants à un système de cruauté organisé. C'est la même observation que fit Hannah Arendt à propos d'Adolf Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 1961. La banalité du mal, cette capacité des êtres humains ordinaires à commettre ou permettre des crimes extraordinaires lorsque ces crimes sont présentés comme une nécessité administrative et intégrés à la routine institutionnelle. Bergen-Belsen illustrait ce principe avec une clarté particulière. Ce n'était pas, dans sa première phase, un camp d'extermination au sens technique du terme. Les meurtres qui y étaient commis étaient diffus, accomplis par la faim, la maladie et l'exposition plutôt que par des exécutions centralisées. Et pourtant, les résultats étaient les mêmes. Les gens mouraient et les personnes responsables de leur mort étaient, dans de nombreux cas, des hommes et des femmes qui se seraient décrits comme se contentant de faire leur travail. Mais parmi les prisonniers, les mourants, les affamés, les malades, il y avait aussi des personnes qui refusaient de simplement accepter ce qui se passait. Il y eut des actes de soin, de partage, de maintien de la dignité humaine dans des circonstances conçues pour l'éliminer. Comment les prisonniers ont-ils survécu? Comment ont-ils résisté? Et qu'est-ce qui les a soudés alors que tout le reste leur était arraché? La réponse est à la fois plus simple et plus complexe que ce qu'aucune histoire unique ne peut contenir. La survie à Bergen-Belsen n'était pas simplement une question d'endurance physique. Elle exigeait une décision, consciente ou non, de continuer à se traiter soi-même et à traiter les autres comme des êtres humains dans un système spécifiquement conçu pour nier cette humanité. Pour de nombreux prisonniers, cette décision était prise et reprise chaque jour à travers de petits gestes que la machine du camp ne pouvait pas entièrement réprimer. Le partage de la nourriture était l'un des actes les plus significatifs. Dans des conditions de pénurie extrême, partager était aussi un acte comportant un risque personnel important. Une portion donnée à un autre était une portion soustraite à sa propre marge de survie, et pourtant, cela arrivait. Les témoignages de survivants de Bergen-Belsen décrivent des prisonniers partageant leur pain, divisant leurs rations, passant de la nourriture à travers les barbelés à ceux qui se trouvaient dans des sections encore pires. Ce n'était pas universel. L'extrême faim engendrait aussi la compétition, le vol et la rupture des liens sociaux. Mais cela était suffisamment fréquent pour constituer un schéma, un refus persistant d'accepter entièrement la logique du camp. La pratique religieuse s'est poursuivie sous une forme fragmentée. Les prisonniers juifs organisaient des offices quand ils le pouvaient, maintenaient les rituels possibles dans ces circonstances et utilisaient les structures de la foi comme moyen de préserver leur identité et leur communauté dans des conditions conçues pour effacer les deux. C'était, à sa manière, une forme de résistance, l'affirmation qu'on restait une personne avec une histoire, une tradition, et une place dans quelque chose de plus grand que le camp. Certains prisonniers ont maintenu une vie intellectuelle et culturelle aussi réduite soit-elle. Les personnes qui avaient été enseignants, médecins, musiciens ou écrivains gardaient ces identités à l'intérieur des barbelés. Ils racontaient des histoires, ils éduquèrent les enfants. Ils créaient, aussi modestement que ce soit, car créer était une affirmation de leur humanité persistante. Parmi ceux qui ont survécu pour décrire cette vie intérieure figure Anna Levi-Haas, une enseignante juive yougoslave qui a tenu un journal pendant son séjour à Bergen-Belsen, l'un des rares documents de ce type à avoir survécu depuis l'intérieur même du camp. Ces écrits décrivent la dégradation systématique de la vie dans le camp, la faim, la maladie, les morts, mais aussi la persistance de la pensée, de l'observation, du besoin de témoigner. Elle écrivait parce qu'écrire était une façon d'affirmer que ce qui se passait était réel, que c'était injuste, et que quelqu'un, quelque part, aurait besoin de le savoir. Cet élan, ce besoin de témoigner, d'enregistrer, de s'assurer que la vérité survivrait à la tentative de l'anéantir, traversait la population des prisonniers de Bergen-Belsen
sous diverses formes. Ce n'était pas de la défiance au sens militaire. C'était quelque chose de plus discret et, à sa manière, de plus durable, le refus de disparaître complètement de l'histoire. Mais survivre exigeait plus que du courage. Il fallait aussi de la chance. Il fallait le hasard contingent d'être dans une baraque un peu meilleure, d'attraper le typhus une semaine plus tard que la personne à côté de soi, de recevoir une portion un peu plus grande de la part d'un garde un peu plus humain, de ne pas être choisi pour l'une des punitions supplémentaires, les coups, la privation de nourriture, les appels prolongés dans le froid glacial, que Kramer et ses subordonnés continuaient d'infliger, même alors que le camp s'effondrait autour d'eux. Les enfants de Bergen-Belsen occupent une place particulière dans les archives historiques. Ils étaient des centaines, des enfants déportés avec leurs familles, des enfants nés dans le camp ou en transit, des enfants qui, en raison de leur âge, étaient parmi les plus vulnérables à la famine et aux maladies qui tuaient des adultes 2 fois plus grands qu'eux. Certains étaient protégés par les adultes qui les entouraient, des prisonniers qui comprenaient instinctivement que la survie des enfants représentait une forme de résistance particulièrement importante contre un système qui avait ciblé les enfants juifs pour l'anéantissement. D'autres sont morts sans que personne ne puisse les aider. Les baraquements des enfants à Bergen-Belsen, décrits par les survivants, comptaient parmi les aspects les plus dévastateurs d'un lieu déjà dévastateur. Les soldats britanniques qui y sont entrés lors de la libération n'ont pas toujours pu se résoudre à décrire en détail ce qu'ils y ont trouvé. Les images prises par les photographes militaires britanniques, dont beaucoup furent rendues publiques peu après la libération afin de contrer le négationnisme de la Shoah et de documenter la réalité de ce qui s'était passé, incluaient des photos d'enfants dans un état d'extrême émaciation. Ces photographies ont changé la façon dont le monde comprenait ce que le régime nazi avait fait, mais le monde n'était pas encore arrivé. Il restait encore 6 semaines. Et entre le moment où Anne Frank est morte dans sa baraque et celui où les soldats britanniques ont atteint la porte, les tueries se poursuivaient. La question qui hante chaque récit de Bergen-Belsen est la même que celle qu'il pose à propos du système nazi dans son ensemble. Comment a-t-on pu laisser cela continuer aussi longtemps? Qui savait? Qui aurait pu l'arrêter? Les réponses sont dérangeantes et elles ne relèvent pas de l'histoire ancienne. Bergen-Belsen n'opérait pas dans le secret. C'est l'un des faits les plus importants et les plus troublants à son sujet. En 1944, les grandes lignes du système des camps nazis étaient connues des gouvernements alliés, connues des nations neutres, connues d'organisations comme la Croix-Rouge internationale et connues de façon fragmentaire mais croissante du grand public. La Croix-Rouge internationale avait en fait visité Bergen-Belsen. En mars 1944, une délégation fut autorisée à effectuer une visite soigneusement encadrée de ce que les SS présentaient comme une installation modèle. La délégation a vu le camp des étoiles, la section où les Juifs destinés à l'échange étaient détenus dans des conditions relativement meilleures, et a rédigé un rapport qui, tout en signalant certaines préoccupations, ne rendait pas compte de la réalité complète du fonctionnement du camp. Les nazis avaient orchestré la visite avec une habileté éprouvée, présentant une version édulcorée de la réalité à des observateurs qui avaient une capacité limitée à vérifier ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas la seule manipulation de ce genre. La visite de la Croix-Rouge à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, en juin 1944, a été gérée de manière similaire. Les prisonniers avaient été préparés, les conditions temporairement améliorées, et la délégation en visite avait été guidée le long d'un itinéraire soigneusement choisi, évitant le pire de ce que contenait le camp. La Croix-Rouge a reconnu par la suite que ces inspections pendant la guerre avaient été insuffisantes et que l'organisation n'avait pas agi avec suffisamment de fermeté sur la base des informations dont elle disposait. Que savaient les gouvernements alliés? À la fin de 1944, les gouvernements britanniques et américains disposèrent d'informations substantielles sur la nature et l'ampleur du programme d'extermination nazi. Les protocoles d'Auschwitz, un rapport détaillé sur les opérations de mise à mort à Auschwitz-Birkenau, rédigé par 2 prisonniers évadés au printemps 1944, étaient parvenus au service de renseignement allié. La déportation des Juifs hongrois avait été largement rapportée.
Les organisations juives, tant en Grande-Bretagne qu'en Amérique, pressaient leur gouvernement d'agir, réclamant depuis des mois le bombardement des voies ferrées menant à Auschwitz ou des chambres à gaz elles-mêmes. La décision de ne pas bombarder Auschwitz, prise à la fois par les dirigeants militaires et politiques britanniques et américains, fait l'objet de débats parmi les historiens depuis lors. Les arguments avancés à l'époque portaient sur la difficulté logistique des bombardements de précision, la priorité donnée aux cibles militaires et, dans certains milieux, une réticence à être perçue comme menant une guerre spécifiquement juive. Quelle qu'ait été la justification, la décision signifiait que les tueries se poursuivaient, alors que les Alliés savaient parfaitement qu'elles continuaient. Bergen-Belsen était moins au centre de ces débats, car il n'était pas initialement considéré comme un lieu d'extermination de masse au même titre. Son horreur était d'une autre nature. Lente, diffuse, engendrée par la négligence plutôt que par une exécution organisée. Mais le résultat était le même, et au début de 1945, le camp figurait parmi les endroits les plus meurtriers du territoire contrôlé par les nazis. La population civile allemande des environs n'était pas non plus totalement ignorante. La ville de Bergen était suffisamment proche pour que l'odeur provenant du camp, surtout à mesure que les corps s'accumulaient au début de 1945, soit perceptible selon certaines conditions de vent. Les habitants de la région ont ensuite affirmé ignorer les activités du camp. Les historiens considèrent que cette affirmation est, au mieux, incomplète. Le camp employait des travailleurs civils locaux à certains postes. Le personnel SS qui y était affecté vivait dans les environs et était en contact avec la communauté locale. La connaissance n'a pas donné lieu à des actions. C'est l'une des réalités persistantes de la Shoah. La prise de conscience à plusieurs niveaux n'a pas entraîné les interventions qui auraient pu sauver des vies. Les raisons de cet échec sont multiples et complexes. Inertie bureaucratique, complicité idéologique, lâcheté morale, et un effort systématique de l'État nazi pour rendre la vérité aussi difficile que possible à affronter. Mais au début du mois d'avril 1945, la donne était sur le point de changer. Les lignes de front bougeaient. L'avancée des Alliés s'était accélérée. Bergen-Belsen se trouvait désormais à portée des forces britanniques qui progressaient vers le nord-est à travers l'Allemagne. Joseph Kramer, face à l'arrivée imminente des forces ennemies, entama des négociations non pas pour libérer les prisonniers, mais pour organiser une reddition formelle qui pourrait le protéger d'une arrestation immédiate. Il échoua dans cette tentative. Mais avant l'arrivée des soldats britanniques, il y aurait une catastrophe de plus, un acte d'abandon si total que, même dans le contexte de Bergen-Belsen, il constitue une horreur à part entière. Le 12 avril 1945, des représentants de l'armée allemande et de la SS rencontrèrent des officiers britanniques du 8e corps pour négocier un accord concernant Bergen-Belsen. Les Allemands ne proposaient pas de libérer les prisonniers. Ils demandaient une zone de cessez-le-feu autour du camp, apparemment pour empêcher la propagation du typhus aux forces allemandes et alliées dans la région. Les Britanniques acceptèrent la création de cette zone, mais précisèrent que le camp lui-même serait occupé par les forces britanniques dans les jours suivants. Le 15 avril 1945, les premiers soldats britanniques entrèrent dans Bergen-Belsen. Ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce pourquoi leur formation les avait préparés. Environ 60 000 prisonniers étaient encore en vie dans le camp. Mais être en vie recouvrait une réalité allant de ceux qui pouvaient encore se déplacer à ceux qui ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre la mort. Environ 13 000 corps non enterrés étaient éparpillés sur le terrain. Les baraquements étaient surpeuplés au-delà de leur capacité. Beaucoup de prisonniers étaient trop faibles pour se tenir debout. Nombre d'entre eux étaient incontinents, allongés dans leurs propres excréments, leur corps ayant cessé d'assurer les fonctions de base. Richard Dimbleby, un correspondant de la BBC qui entra dans le camp avec les forces britanniques, diffusa un reportage dont les descriptions étaient si extrêmes que les éditeurs de la BBC refusèrent d'abord de le diffuser, pensant que le public trouverait cela impossible à croire. Dimbleby insista sur le fait que chaque mot était vrai. Il l'avait vu de ses propres yeux. Il avait marché parmi les morts et les survivants à peine vivants.
Il avait vu des soldats britanniques porter des enfants squelettiques hors des baraquements. Il n'exagérait pas. La BBC diffusa finalement son reportage, précédé d'un avertissement précisant que son contenu avait été vérifié par les supérieurs du correspondant. Il atteignit un public qui avait entendu parler des camps, mais qui, jusqu'à ce moment, n'avait pas été confronté à un témoignage en première personne d'une telle précision et d'une telle détresse personnelle évidente. La voix de Dimbleby se brisa alors qu'il parlait. Il n'était pas, professionnellement, un homme enclin à montrer ses émotions. L'urgence médicale était immédiate et écrasante. Les services médicaux de l'armée britannique se sont déployés rapidement, mais l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés dépassait tout ce qu'ils avaient connu. Les cas de typhus se comptaient par milliers. La famine avait atteint un point tel que la nourriture elle-même était devenue dangereuse. Les estomacs, trop gravement atteints, ne pouvaient pas absorber la nourriture normalement, et un certain nombre de prisonniers sont morts parce qu'on leur avait donné à manger trop rapidement. Le personnel médical a appris, au fil de jours éprouvants, que la réalimentation devait se faire avec une extrême précaution et à des volumes initiaux extrêmement faibles. Malgré ces efforts, les décès ne se sont pas arrêtés le 15 avril. Ils ont continué pendant des semaines. 13 000 prisonniers sont morts après la libération, sauvés des SS, mais pas des dégâts causés par les SS. La distinction entre ceux qui sauvaient et ceux qui tentaient d'être sauvés était presque insupportable. Joseph Kramer a été arrêté le jour de la libération. Il a été retrouvé sur le terrain du camp en uniforme SS, apparemment sans avoir sérieusement tenté de fuir. On ignore si cela traduisait de la confiance, de la paralysie ou toute autre chose. Il a été placé en détention par les forces britanniques et finalement jugé lors du procès de Belsen, l'un des premiers grands procès pour crimes de guerre de l'après-guerre, qui s'est tenu à Lunebourg en septembre et octobre 1945. Le procès de Belsen a condamné 45 des 48 accusés. Kramer a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à mort. Il a été exécuté par pendaison le 13 décembre 1945. Irma Grez, âgée de 22 ans, a également été condamnée et exécutée le même jour. Jusqu'à la fin, elle est restée apparemment insensible au déroulement du procès. Le camp lui-même a été incendié par les forces britanniques en mai 1945 pour stopper la propagation du typhus. Les baraquements qui avaient abrité des dizaines de milliers de prisonniers ont été mis à feu. Dans certains cas, des membres de la SS ont été contraints de participer à l'incendie, forcés de manipuler les corps des morts avant que les structures ne soient détruites. Une caméra de reportage britannique a filmé une partie de ce processus. Les images ont été diffusées dans les cinémas à travers la Grande-Bretagne, puis dans le monde entier. On ne sait pas où reposait le corps d'Anne Frank parmi les morts de Bergen-Belsen. Elle n'a jamais été identifiée individuellement. Elle a probablement été enterrée dans l'une des fosses communes que les forces britanniques ont creusées à travers le camp. Une pierre commémorative a été placée sur le site, simple, basse, portant son nom. Au printemps, des fleurs sauvages poussent tout autour. La lande s'étend jusqu'à l'horizon. Les pins sont immobiles, mais son journal a survécu, et à travers lui, quelque chose de sa vie aussi. Pas seulement sa mort, pas seulement sa condition de victime, mais aussi son intelligence, son humour, sa colère, son désir, sa conviction que les gens étaient fondamentalement bons. Cela a survécu aussi. La question de savoir quoi faire de cette survie, ce qu'elle signifie, ce qu'elle exige de nous, est une question avec laquelle le monde lutte depuis lors. Le procès était terminé. Les corps ont été enterrés. Le camp n'était plus que cendres. Mais Bergen-Belsen n'avait pas fini d'exiger quelque chose des vivants. Aujourd'hui, Bergen-Belsen est un site commémoratif dans la lande de Lunebourg, administré par l'État de Basse-Saxe. Les structures du camp ont disparu, brûlées en 1945, le sol étant depuis recouvert d'herbes et de plantes basses de la lande. Ce qui subsiste, ce sont les monticules des fosses communes, de longues ondulations douces dans la terre, marquées par de simples plaques portant des chiffres approximatifs.
Ici reposent 5000 morts. Ici reposent 2500 morts. Les chiffres sont approximatifs car les décomptes précis n'ont jamais été connus. La Terre recèle plus que les archives. Un centre de documentation a ouvert sur le site en 2007, conçu par un cabinet d'architectes berlinois et construit avec l'intention précise de ne ni dramatiser ni minimiser ce qui s'est passé. Les expositions à l'intérieur sont complètes et soigneusement documentées. Photographies, documents, témoignages de survivants, objets personnels retrouvés sur le site. Il n'est pas facile de les regarder. Ce n'est pas leur but. Le nombre de visiteurs qui viennent à Bergen-Belsen chaque année se compte par centaines de milliers. Beaucoup d'entre eux sont jeunes, des groupes scolaires allemands, des étudiants venus de toute l'Europe et d'ailleurs. Pour beaucoup, la visite est une obligation, une partie formelle de leur éducation à l'histoire de leur nation et de leur continent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à cette histoire de manière physique et incarnée, debout sur un sol où les morts reposent sous leurs pieds. La documentation de ce qui s'est passé à Bergen-Belsen s'est poursuivie bien après 1945. Les témoignages de survivants recueillis par des organisations comme la Fondation USC Shoah et Yad Vashem en Israël ont permis de préserver des milliers de récits individuels. Ces témoignages constituent l'une des archives les plus importantes de la Shoah, un registre qui ne se limite pas aux dates et aux chiffres, mais qui porte sur l'expérience, la mémoire, la texture même de ce que signifiait vivre cela. Parmi les voix les plus importantes figure celle de Anneli Goslar, l'amie d'enfance d'Anne Frank, qui a survécu à Bergen-Belsen et a émigré d'abord en Suisse, puis en Israël. Anneli est devenue infirmière, a fondé une famille et a passé des décennies à témoigner au sujet d'Anne et du camp. Elle est décédée à Jérusalem en octobre 2022, à l'âge de 93 ans. Jusqu'à la fin, elle a insisté sur le fait que l'histoire de Bergen-Belsen et celle d'Anne Frank n'étaient pas simplement des histoires du passé. C'était un avertissement pour le présent. C'est la tension persistante dans la mémoire de la Shoah. L'hésitation entre considérer ces événements comme historiquement lointains, comme quelque chose qui s'est produit dans un lieu précis, à une époque précise, sous un régime précis, et donc comme étant désormais sans danger, et reconnaître que les conditions qui ont mené à Bergen-Belsen n'étaient pas propres à cette époque ni à ce lieu. Elles étaient le produit de forces qui existent dans les sociétés humaines avec une régularité déprimante. La catégorisation de groupes de personnes comme étant sous-humains, la normalisation bureaucratique de la cruauté, la diffusion de la responsabilité morale à travers les hiérarchies administratives et la capacité des gens ordinaires à participer à des actes de mal extraordinaires lorsque les structures institutionnelles facilitent cette participation. Bergen-Belsen n'a pas été construit par des monstres. Il a été construit par une bureaucratie. Il était dirigé par des hommes et des femmes qui rentraient chez eux le soir, qui avaient des familles, qui se considéraient comme accomplissant un devoir. C'est là le fait le plus troublant à son sujet, parfois plus troublant encore que l'atrocité elle-même. Cela signifie que les conditions ayant permis Bergen-Belsen ne sont pas exotiques. Elles ne sont pas limitées à une culture ou à une époque spécifique. Elles exigent vigilance et résistance à chaque génération. Anne Frank avait compris quelque chose de cela, non pas de manière abstraite et théorique comme un philosophe politique, mais de façon intuitive, comme une jeune fille de 15 ans qui avait vu le monde qu'elle connaissait se déconstruire, catégorie par catégorie, loi après loi, déportation après déportation. Son journal n'offre pas une analyse systématique du fascisme. Il offre quelque chose de plus immédiat, le témoignage d'un esprit qui tente de rester plein d'espoir, qui tente de rester lui-même dans des circonstances conçues pour éliminer l'un comme l'autre. Sa pérennité, sa traduction en plus de 70 langues, sa présence dans les salles de classe sur chaque continent habité, ne relève pas principalement d'un exploit littéraire. C'en est un d'ordre moral. Elle a écrit pour que quelqu'un sache, et maintenant nous savons. La question que Bergen-Belsen pose à chaque visiteur, à chaque lecteur, à chaque génération qui hérite de cette histoire n'est pas simplement « Comment cela a-t-il pu arriver ?» La question est « Que sommes-nous prêts à faire pour nous assurer que cela ne se reproduise jamais ?» Cette question n'a pas de réponse confortable. Elle n'a pas non plus de réponse définitive. Mais il faut la poser.
Il faut la poser chaque fois que la mémoire s'estompe, chaque fois qu'on croit avoir tiré les leçons, chaque fois que la distance entre le présent et 1944 semble assez grande pour être rassurante. Car cette distance n'est jamais aussi grande qu'elle n'y paraît. Les baraquements sont réduits en cendres. Les barbelés ont disparu. Le sol est vert. Mais sous ce sol, 50 000 personnes et au-dessus, l'obligation de ne pas oublier. Si cette histoire vous a ému, interpellé, ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des récits puissants, des voix oubliées et davantage de vérités venues du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons découvrir vos réflexions. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.